Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de Clostridium difficile. Clostridium difficile, on commence toujours par le plan de cours, l'introduction, l'épidémiologie, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Pour l'introduction, dans l'introduction, on va donner un résumé sur le cours. On commence toujours par la définition. Clostridium difficile est une bacille gram-positive anaérobie sporulée responsable de deux manifestations de diarrhée post-antibiotique et responsable aussi du colite pseudomembraneuse. Mais pour la colite est du pourcentage de 95% par rapport à diarrhée post-antibiotique. C'est la première cause de diarrhée infectieuse nosocomiale chez l'adulte. Pour les infections Clostridium difficile survient volontairement sous forme d'épidémie, surtout lors de l'émergence d'une nouvelle souche, c'est la clone O27, notamment dans les services de haut risque comme les soins intensifs, la gériatrie, l'hémato, la réanimation ou les services infectieux. Pour les modes de transmission, on a deux modes, soit direct, soit indirect. Direct, c'est maniporté féco-oral et indirect à partir de l'environnement contaminé. Mais il faut noter dans le mode de transmission, surtout dans l'origine nosocomiale, les services de haut risque, il y a la pression de sélection des antibiotiques qui favorise l'acquisition, l'implantation et la multiplication de Clostridium difficile. Donc le réservoir, c'est l'homme. L'expression clinique, comme j'ai déjà dit, on a deux types de soit diarrhée post-antibiotique, soit colite pseudomembraneuse. Le diagnostic, c'est pas par la détection de le germe responsable, mais par la détection de toxines. Donc le diagnostic par détection de toxines. Le toxine spécifique, c'est le glutamine déshydrogénase ou bien d'autres toxines A ou B. Bien sûr, le diagnostic par la détection de toxines, mais dans un contexte d'une diarrhée survient au-delà du troisième jour d'hospitalisation, ou bien toute diarrhée communautaire sans aucune cause chez un patient âgé plus de 2 ans. Le traitement, c'est lorsqu'on on arrête l'antibiotique responsable, on obtient la guérison de un quart des cas. Et on a des autres antibiotiques comme le métronidazole, la vancomycine par voie orale et la fidaxomicine. La prévention, on note c'est l'isolement géographique, les précautions standards et contact avec l'hygiène des mains, mais il faut noter que les produits hydroalcooliques sont inefficaces sur le sport de Clostridium difficile. Donc on a les produits hydroalcooliques sont inactifs sur les spores de Clostridium difficile. D'accord? Donc la dénomination de Clostridium difficile, pourquoi difficile? Parce que celui qui l'a découvert, il a vraiment trouvé une grande difficulté pour isoler ce germe. Donc on passe au deuxième chapitre, l'épidémiologie, comme on a habitué de faire, l'agent causal, le réservoir, le mode de transmission. Ces trois titres principaux dans le chapitre d'épidémiologie. Donc pour l'agent causal, Clostridium difficile. Clostridium difficile, pour Clostridium, comme j'ai déjà dit, on a 4 types de Clostridium. Tétané, botulisme, difficile et perfringens. Les quatre types ont les mêmes caractéristiques. Bacille gram-positive, anaérobie stricte et sporulée. En 3 caractéristiques. Les Clostridium, toujours bacille gram-positive, anaérobie stricte et sporulée.
Bon, sont responsables, les Clostridium sont responsables d'origine nosocomiale dans 70% des cas. Surviennent de façon des épidémies lorsqu'on a l'émergence de la, la souche O27. Pour le réservoir humain, on a aussi les portages asymptomatiques ou bien les colonisations. Donc, ces portages, on trouve le toxine dans les selles chez un patient asymptomatique. Et les porteurs, ça représente le réservoir de la bactérie et contribue à la dissémination dans l'environnement de Clostridium difficile. Pour le mode de transmission soit direct soit indirect. Le direct c'est maniporté, c'est directement fécal-oral ou bien à partir de l'environnement contaminé. Donc c'est ça. Mais il y a il y a des facteurs d'acquisition ou bien facteurs qui facilitent l'acquisition de Clostridium difficile, comme par exemple sa très forte dissémination, une grande résistance de ces spores. Les spores de Clostridium sont très résistants. Et la promiscuité entre les patients hospitalisés et la transmission il y a les porteurs sains. Donc c'est ça. Et le plus important de ces facteurs, c'est la pression de sélection des antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire, la pression de sélection des antibiotiques? On est dans un milieu hospitalisé ou bien lorsque le malade est pris des antibiotiques, ces antibiotiques vont entraîner une destruction de la flore dominante, ce qui favorise l'acquisition et l'implantation et la multiplication de Clostridium difficile. Donc on va détruire la flore dominante. Donc on va favoriser la multiplication de Clostridium difficile. C'est ça, c'est l'essentiel. Ce sont des facteurs qui facilitent l'acquisition de Clostridium difficile. Maintenant, par les facteurs de risque, parce que c'est pas tout le monde qui fait le colite pseudomembraneuse de Clostridium difficile. Il y a en principe 4 facteurs de risque. Le premier facteur, c'est l'acquisition nosocomiale. C'est nosocomial dû à une hospitalisation prolongée ou répétée, la densité importante en soins et contact entre les patients. C'est le premier facteur. Le deuxième, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques en particulier C2G, C3G, clindamycine, les macrolides, le fluoroquinol, en principe tous les antibiotiques. Troisième facteur, c'est l'âge supérieur à 75. Et le quatrième sont les facteurs responsables de la modification de l'écosystème digestif, comme les laxatifs, les lavements, les antiacides, les ralentisseurs du transit, les chirurgies gastro-intestinales. Les facteurs qui altèrent l'écosystème digestif. L'écosystème digestif sont facteurs de risque de faire donc c'est ça, 4 facteurs de risque: l'acquisition nosocomiale, les antibiotiques, l'âge et l'altération de l'écosystème digestif. C'est ça. Maintenant, on passe à la physiopathologie. Donc, si on résume, on dit que l'infection Clostridium difficile dépend au moins de 3 éléments. Premièrement, l'acquisition d'une souche de Clostridium, la sécrétion de toxines et diminution de la résistance à la colonisation. Donc il y a, comme on dit, la réceptivité de l'hôte. Donc il y a une diminution, il y a altération de l'écosystème digestif. Et il y a une souche virulente et sécrétion de toxines. Donc on dit seulement les souches toxinogènes de Clostridium difficile sont pathogènes. Seulement les souches toxinogènes. Donc ces souches, une fois implantées sur un écosystème modifié, ils vont sécréter des toxines A et B codées par des gènes A et B. Les toxines
sont dotés à deux propriétés entérotoxines et entérotoxines et cytotoxines. Euh, entérotoxines et cytotoxines, deux propriétés qui vont agir en synergie et détruire la jonction serrée des entérocytes et donc c'est ça. En activité entérotoxine cytotoxine, donc ils vont ces deux toxines agissent en synergie pour détruire les jonctions sériques des entérocytes et ils vont aussi produire des réactions inflammatoires intenses par recrutement du polynucléaire au niveau de l'amina propria. Et il faut connaître que la grande virulence de souche O27 est liée à l'hyperproduction de toxines A et B et aussi elle est responsable de production d'une autre toxine, ce qu'on appelle le toxine binaire. Donc c'est ça. Il faut noter une chose sur la souche O27. O27 a une caractéristique, premièrement, l'hyperproduction de toxines A et B, et elle a une toxine spéciale pour elle, c'est le toxine binaire. D'accord? C'est ça pour la physiopathologie. Il faut noter que l'évolution de la maladie dépend de la virulence, c'est en résine, la virulence de la souche et la réceptivité de l'os. C'est ça. La clinique est simple. On a soit une diarrhée simple, soit le colite pseudomembraneuse, soit les récidives. Les récidives dues à deux phénomènes, soit une rechute, soit une réinfection. On commence par diarrhée simple. Diarrhée simple, ou bien on dit diarrhée post-antibiotique. Donc, délai entre la prise de l'antibiotique et la diarrhée, en principe, une semaine. On va noter une diarrhée modérée, liquidien, simple, et les signes généraux absents, comme la fièvre, l'altération générale, il n'y a pas de signes généraux. À l'endoscopie, ça, une chose, donc signes généraux absents. Et à l'endoscopie, on note muqueuse normale. Et en principe, dans cette forme, si l'arrêt d'antibiotiques est responsable, entraîner la guérison dans 25% des cas. Pour le colite pseudomembraneuse, débutée par diarrhée liquidienne abondante, fait des selles généralement sanguinantes. Ici, on trouve les signes généraux: fièvre, altération générale, douleur abdominale, déshydratation extracellulaire. Et biologiquement, donc, ici même biologiquement, on peut trouver une hyperleucocytose apianane, donc dans le colite pseudomembraneuse. Et à l'endoscopie, on va trouver des lésions aftoïdes jaunâtres, comme l'aspect d'une pseudomembrane éparsée, non confluente. C'est ça. Et ici, il y a le risque de complications. On a deux complications en principe, c'est le choc septique et mégacolon qui va entraîner par la suite une perforation. D'accord. Pour la troisième forme, c'est la récidive. La récidive survient dans 20% des cas, comme j'ai déjà dit, soit une rechute, c'est-à-dire la persistance malgré un traitement efficace de la souche initiale dans le tube digestif, se forme sporadée. C'est ça la définition de la rechute. C'est la persistance de la même souche malgré un traitement efficace. Et la réinfection, c'est l'acquisition d'une nouvelle souche. C'est pour ça, ici on dit c'est la même souche malgré un traitement efficace. Et ici c'est une nouvelle souche. Donc le récidive, on a des facteurs de risque pour faire des récidives.
l'âge, hospitalisation prolongée ou bien la poursuite de même antibiotiques induisent cette colite ou bien l'utilisation du inhibiteur de l'IPP, inhibiteur de la pompe de protons, parce que ces inhibiteurs vont entraîner l'altération de l'écosystème, qui est un facteur de risque de l'acquisition de Clostridium difficile. Donc en principe c'est ça. Diarrhée simple, on a une diarrhée simple, pas de signe général, pardon. L'endoscopie normale. Colite pseudomembraneuse, on a diarrhée glaire, le, des signes généraux, douleur abdominale, déshydratation. À l'endoscopie, on trouve des lésions after 8 journêtres avec des complications, soit mégacolon, soit choc septique, les récidives, soit rechite, soit réinfection. Pour le diagnostic, l'infectieux, lorsqu'on donne diagnostic, il faut baser toujours ces arguments épidémiologiques, cliniques, biologiques. Pour les arguments épidémiologiques, surtout soit hospitalisation, soit antibiotiques, soit. Pour les arguments cliniques, c'est une diarrhée soit post-antibiotique, soit ileus accompagnée d'une fièvre, douleur abdominale, hyperleucocytose, particulier chez un patient reçu un antibiotique. Et surtout lorsqu'on a l'émergence de formes communautaires impose la recherche systématiquement d'infection Clostridium difficile devant toute diarrhée chez un sujet âgé plus de 2 ans. Donc, avant, on a seulement les colites nosocomiales. Mais actuellement, surtout après l'émergence de la souche O27, on a des formes communautaires. Donc biologiquement, pour l'orientation, on a l'hyponatrémie, on a des hématocrites élevés, signe de déshydratation. Pour le diagnostic de certitude, c'est la recherche de toxines. C'est par test immunoenzymatique détecte l'enzyme spécifique de glutamine déshydrogénase qui est sensible et spécifique. Ou parfois on peut compléter par l'isolement la culture de Clostridium difficile. Et PCR pour du gène de toxine, recherche de gène de toxine. Et l'endoscopie pour faire la différence entre les autres colites pseudomembraneuses. Le traitement, maintenant le traitement. Avant de passer au traitement, parce que le traitement, on va traiter le malade en fonction de classification. Si faire une légère, modérée, sévère, bien en complication. Le traitement est diffère. Donc, avant, on va faire une classification. Après classifier le malade, on passe le traitement. Parce qu'on a une infection Clostridium simple. Simple, c'est-à-dire, on a le diarrhée avec la détection de toxines seulement. Et on a des formes sévères avec une mégacolon, perforation, diarrhée réfractaire au traitement. Et on a les récidives. Les récidives, c'est-à-dire 2 épisodes de Clostridium difficile chez un même patient considéré comme un événement distinct s'il survient plus de 2 mois. C'est-à-dire ces 2 épisodes, il faut survient au moins de 2 mois. C'est ça. Donc c'est ça. Lorsqu'on classifie le malade, on passe au traitement. Le traitement dans les formes légères. Dans les formes légères, en général, c'est l'arrêt de l'antibiotique responsable aboutit à la guérison. Dans les formes modérées, on a 3 antibiotiques. On a le métronidazole, la vancomycine et la fidaxomicine. Pour le métronidazole, 500 x 3 pendant 10 jours. La vanco, c'est par voie orale, mais on ne préfère pas donner la vancomycine parce qu'il sélectionne des résistances à la glycopeptide. La fidaxomicine, c'est une nouvelle antibiotique par voie orale. Présenter l'alternative chez les patients à risque de récidive. On donne 200 mg
fois 2 pendant 10 jours. Ici, 500 fois 3. La Vanco, on va détailler par la suite. Pour les formes sévères. Donc, pour les formes sévères, en absence de traitement, bien en réponse à la métronidazole et la fidaxomicine, on passe à la Vanco. Ici, donc, c'est la Vanco. La Vanco en dents par os, 250 à 500 fois 4. Donc, c'est 1 à 2 grammes par jour pendant 10 jours. C'est ça. Pour les formes compliquées, c'est mégacolon, ou bien le choc toxique, ou bien Iluis, on donne le métronidazole 500 chaque 8 heures, associé à la vancomycine. Donc ici, une bithérapie associée à la vancomycine par une sonde nasogastrique. Donc ici, à la vancomycine, c'est ça. Pour traitement de récidive, si la récidive, c'est la première épisode de récidive, une nouvelle cure de la métronidazole ou bien de la vanco. C'est échec de la métronidazole. Donc pour métronidazole 500 fois 3, pour la vanco entre 200 à 500 fois 4 par jour pendant 10 à 14 jours. Si le récidive est multiple, donc le traitement prolongé par la vanco à dose décroissante pendant 6 à 8 semaines avec les anticorps mononucléaux antitoxiques. On a des cas particuliers. Pour l'enfant et la femme enceinte, en principe, c'est la même stratégie. Pour la fidaxomicine contre-indiquée chez la femme enceinte, l'allaitement maternel déconseillé de traiter par la métronidazole et la fidaxomicine. On termine par la prévention. C'est en principe les mesures barrières, isolement géographique et impératif des patients symptomatiques en chambre individuelle ou groupés par les patients infectés, les patients infectés par Clostridium difficile, ce qu'on appelle le cortine. Et les précautions standards, n'oubliez pas que les produits hydroalcooliques sont inactifs sur le spore de Clostridium difficile. Donc, c'est surtout les précautions standards, porter du gant, porter du surblouse,